Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, elle est une des musiciennes au répertoire le plus riche, elle est une des plus jeunes solistes internationales. Vous venez de l'entendre dans la soirée du réveillon de France Télévisions. Elle publie son 4e album, Trumpet Concertos. Elle a tout juste 23 ans. Lucienne Renaudin-Vary est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Magasselles. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'histoire et d'art plastique. Aujourd'hui, on va parler hyper-réalisme autour d'une exposition au musée Mayol et d'un numéro spécial de la revue Dada qu'on aime beaucoup ici. L'heure de la récré, toujours avec Emma. C'est aujourd'hui, paraît-il, le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. Alors comment retrouver le sourire? Avec Emma, évidemment. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec le cours particulier de Marie-Olivier. Elle nous mène en bateau aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour apprendre. On va larguer les amarres à bord du voilier témoin d'épaule. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand oral. La fée trompette. C'est un peu difficile d'échapper au cliché pour présenter notre invitée du jour. C'est ainsi que Le Monde la surnomme lorsqu'elle remporte une victoire de la musique dans la catégorie Révélation. Nous sommes alors en 2016. Il faut dire qu'elle n'a alors que 17 ans et déjà elle impressionne le public et les professionnels. Depuis, elle a publié 4 albums chez Warner, dont le dernier des concertos de trompette. Donc ça s'appelle Trumpet Concertos. Elle a aussi publié beaucoup de jazz. Lucienne Renaudin-Vary est l'invitée de la quotidienne. Présentation en musique. Ça, on ne peut pas le faire en concert, à Lucienne Renaudin-Vary. Bonjour. Bonjour. Quand on sort d'un passage très difficile, ce qu'on appelle un trait en musique, là, petit sautillement, oui. Genre yes. C'est vrai, mais il y a toujours quand même une pression quand on enregistre un album, parce qu'il faut être efficace, on n'a pas beaucoup de temps, il faut que ce soit parfait. Donc voilà, sur scène, on s'éclate plus. Et puis, mais je pourrais le faire aussi sur scène, parce qu'il y a aussi de... Vous êtes hyper spontané par ailleurs sur scène. Oui, ouais. J'essaye. Extrait de votre dernier album, des concertos de trompette, celui-ci est de Harry James. Fée trompette, petite princesse de la trompette, ça vous fait plaisir ou à la longue ça vous en avez marre et vous trouvez que ça vous infantilise? Ouais, c'est intéressant cette question. Moi, on me l'a jamais posée. J'ai culpabilisé en fait de vous présenter comme ça. Et non, c'est hyper intéressant parce que j'y pense beaucoup. Et c'est vrai que ça rend un peu, ça infantilise. Ouais. Et on ferait ça à une femme, pas un homme. Enfin, une fée par exemple, on dirait quoi je sais pas, j'ai même pas trouvé le mot en fait. Ah oui, un fée ça marche pas. Ouais. Un fée ça marche pas, même une princesse, un prince. On dirait pas un prince, on dirait le roi de la trompette tout simplement. C'est vrai. Le prince de la trompette, le petit prince de la trompette, on dirait. J'ai jamais entendu ça. C'est vrai? Non. On va trouver un jeune trompettiste, on va le surnommer le petit prince de la française. Mais ouais, les temps changent. Mais au début, en fait, quand on m'a appelé comme ça, moi j'y pensais pas du tout. J'ai pas du tout. Vous avez 17 ans, il faut dire. Ouais. C'est vrai. Vous étiez encore plus jeune qu'aujourd'hui. Ces surnoms, ils sont liés à une reconnaissance extrêmement précoce. On va rembobiner un petit peu le film ensemble. Et ce coup de foudre avec la trompette, mais qui est une forme de rencontre de hasard. C'est un hasard total, parce que je faisais du piano. J'étais très mauvaise. Voilà. C'était vraiment pas fait pour moi. Et j'ai découvert la trompette par hasard. En fait, c'est des professeurs de trompette qui sont venus présenter l'instrument en classe de solfège, parce qu'en fait, il manquait d'élèves. Et au cours de trompette, donc ils étaient là, c'est le meilleur instrument du monde, et moi je les ai crus en fait, tout simplement. Vous aviez quel âge? J'avais 8 ans. Ça se passe au Mans? Ça se passe au Mans. Conservatoire du Mans. Ouais, et j'ai tout de suite accroché, ça a été ma passion, et j'ai tout de suite su que je voulais en faire mon métier, et j'ai beaucoup travaillé. Ouais, mais quand vous dites tout de suite, c'est-à-dire que vraiment à 8 ans, vous dites, ça y est, j'ai le sens de ma vie est là. Ouais. Dès le premier son que j'ai fait en fait. Wow. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec des méthodes super chouettes où il y avait un CD qui accompagnait. Donc j'avais l'impression d'avoir un orchestre symphonique dans ma chambre. Et c'était assez plaisant et hyper satisfaisant. Avec un prof dont on peut dire le nom, c'était Monsieur Lafitte, si mes souvenirs sont bons.
Quand vous êtes petite, c'est vrai que vos parents ils planquent l'embouchure de la trompette parce que vous en faites trop. C'est ça. Ouais, et en fait... C'est Lucienne, quand vous voulez, c'était pas tu seras privé de dessert, tu seras privé de trompette. Ouais. Mais en fait, c'est assez physique. La trompette, on peut se faire des claquages de lèvres, donc comme les sportifs, par exemple, quand ils forcent trop, en fait, c'est un muscle, donc faut faire attention. Et il faut pas jouer plus de 2 heures. Moi, je jouais toute la journée, je jouais 7 heures par jour, donc c'est pas bien du tout. Et jamais d'accident. Jamais d'accident. Extraordinaire. Le départ ensuite, et on y reviendra après l'anti-sèche d'Emma Guessel, le départ pour Paris, qui va arriver là encore assez jeune. Vous avez quel âge? J'avais 15 ans. 15 ans. Et là, vous réussissez le concours d'entrée au prestigieux Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Je l'aurais dit en entier pour une fois. Ouais, alors le Conservatoire de Paris. Ça, c'était mon rêve. Ouais. Depuis que j'avais commencé la trompette, en fait, je voulais rentrer au Conservatoire de Paris. Et ça a été génial. Aussi, pas facile, on en parlait, on revient au tout début, mais quand on est une fille qui fait de la trompette, j'ai vécu surtout ça dans le département de jazz, j'étais la seule fille du département, et j'ai pas mal subi de réflexions un peu... Allez, on va en dire du mal du département de jazz à l'époque, dans quelques secondes. On fait une première pause, si vous voulez bien, avec Emma. C'est une pause très habitée, vous allez le voir. La trompettiste Lucienne Renaudin-Vary, invitée de La Quotidienne, qu'on retrouve après l'anti-sèche chez Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-sèche consacré aujourd'hui à l'hyperréalisme avec une double actualité. Il y a la revue Dada, qu'on aime beaucoup ici, qui consacre son numéro de janvier à ce mouvement artistique né à la fin du XXe siècle, et puis une expo hyperréalisme. Ceci n'est pas un corps au musée Mayol à Paris. Et oui, et je dois vous dire que moi, je voulais pas la faire, cette chronique. Parce que pour moi, cette œuvre, qui est à la fois la première de couverture donc du magazine Dada, et à la fois l'affiche de l'expo au musée Mayol, donc l'œuvre de Sam Jinks, Femme et Enfant, et ben cette œuvre, elle me terrifie. Je suis carrément mal à l'aise. Mais j'ai décidé de creuser grâce, je dois l'avouer, à notre super producteur Marine, qui m'a non seulement convaincu de creuser, mais qui m'a dit que l'hyperréalisme, c'était un des sujets majeurs de ses cours d'histoire de l'art au collège. D'accord. Et alors, en creusant, qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, j'ai compris ce qui me dérangeait, j'ai aussi compris ce qui faisait la force de ces œuvres et quel était le but recherché de l'hyperréalisme. Mais avant de vous le dévoiler, un peu de suspense pour ceux qui, comme moi, connaissaient mal, un peu d'histoire d'abord. Donc l'hyperréalisme naît aux États-Unis après les années 60, 1960. À l'époque, ce qui est à la mode, ce sont les grandes toiles abstraites. Alors certains peintres décident... etc. Tout à fait. Donc certains peintres décident de faire tout l'inverse. Ils se mettent à peindre avec une telle précision que les œuvres se confondent parfois avec la photo. Et donc c'est le début de l'hyperréalisme qui peu à peu s'exporte en Europe. La première expo hyperréaliste a lieu à Paris en 1972, mais le terme même hyperréalisme n'apparaît qu'un an plus tard, en 1973. Ce sont des peintures, mais ce sont également des sculptures, des créations numériques. D'accord, mais alors qu'est-ce qui vous dérange tant dans ces créations? Bien, reprenons cette œuvre, encore une fois. Sam Jinks, on y voit un nourrisson et une dame assez âgée. Et c'est tellement une manière crue et brute de représenter le cycle de la vie et le fait qu'on va mourir que, enfin, moi je trouve que se prendre ça en pleine figure, je pense que ça peut être violent, et c'est ce qui s'est en tout cas passé pour moi. La vulnérabilité de cette femme qui se tient là, les rides apparentes, cette façon de jouer avec le réel, tout ça est très impressionnant pour notre œil, pour notre regard. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas nécessaire, au contraire, on voit la force que peut avoir une œuvre d'art sur nos émotions, nos sensations, et voir à quel point une œuvre peut aller chercher en nous ce qui nous terrifie le plus. D'autant que certains artistes utilisent justement l'hyperréalisme pour dénoncer le monde dans lequel on vit. Oui, c'est le cas de Dwayne Hanson, par exemple, qui représente le cliché des touristes américains. Ce qui intéresse l'artiste, c'est de montrer des personnages ordinaires issus de la classe moyenne américaine avec des situations lambda et toujours avec une petite pointe d'ironie. Regardez encore cette œuvre de John Bader, Magic Chef, qui représente en 1975 un restaurant en bord de route typique de la culture américaine et les nombreux panneaux qui indiquent les différents restaurants où l'on peut s'arrêter. Petite critique là de la société de consommation américaine. Mais l'hyperréalisme, c'est également la capacité de chambouler complètement nos repères. Regardez cette œuvre d'Eric Johansson qui s'intitule « Suivez votre propre route ». Ça a l'apparence d'une photo, sauf qu'on voit bien que quelque chose cloche. C'est incroyablement réaliste et à la fois pas du tout. Et moi, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, j'étais persuadé que c'était une photo. Eh ben non, alors, en fait, c'est un collage. Il a fait un montage, c'est un collage, voilà. Et voilà, donc l'hyperréalisme vient chercher ça en nous, et c'est toujours un mélange en fait entre rêve et réalité. Peut-être qu'on comprend mieux d'ailleurs pourquoi l'expo au musée Mayol s'appelle « Ceci n'est pas un corps », en référence à la célèbre... C'est Magritte, ceci n'est pas une pipe. Tout à fait, ceci n'est pas une pipe.
qui questionne sur ce rapport entre l'art et la réalité, ce que l'on voit, ce que l'on croit voir et ce que l'on perçoit. Vous vouliez finir cette chronique en nous parlant d'une œuvre d'un des maîtres de l'hyperréalisme, Maurizio Cattelan. Tout à fait, alors qui résume à elle seule tout le mystère et l'ambiguïté de notre regard sur la réalité. Regardez cette œuvre, elle s'appelle Him. Lui, en anglais. Quand on la découvre lors d'une exposition, déjà c'est toujours de dos, un homme, un enfant même, on dirait donc de dos en position de prière, vulnérable dans un costume simple. Il faut faire le tour. Et il faut faire le tour. Et quand on fait, quand on fait le tour, en fait, on découvre Hitler. C'est le visage d'Hitler. Donc on ne saisit pas l'œuvre du tout de la même manière quand on découvre son vrai visage. La figure du mal n'est pas toujours reconnaissable et à la fois, derrière le mal se cache aussi un homme. Donc vous voyez tout ce que l'hyperréalisme peut soulever comme question sur la complexité de l'être humain. Eh bien, elle a eu raison, Marine, de vous dire de vous intéresser à tout ça. Mais tout à fait. Ok, on rappelle les deux actus, Dada. Donc Dada, l'expo c'est jusqu'au 5 mars au musée Mayol. Si vous n'avez pas le temps, il y a une autre expo qui commence le 7 avril au musée d'art de Nantes cette fois-ci. Sur l'hyperréalisme également. Tout à fait. Génial. Merci Emma, on se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Lucienne Renaudin-Vary, Grand Oral. C'est une virtuose en classique, une musicienne extraordinaire. C'est le grand trompettiste Ibrahim Malouf qui parle, et il parle de Lucienne Renaudin-Vary, invitée du Grand Oral. Quand je vous ai dit ça s'appelle Grand Oral, la chronique, vous faites oh là là, ça met le trac. Mais d'où ça met le trac? Vous jouez devant des salles de milliers de personnes. Ah oui, mais je me cache un peu derrière la trompette. Enfin. Bon, c'est vrai. J'adore la scène. Et là, c'est comme une scène. C'est vrai. C'est vrai, mais Grand Oral, il faut prouver des choses quand même. C'est vrai? Non, franchement, là, il n'y a pas grand-chose à prouver. On revenait sur votre parcours, l'arrivée au conservatoire. Et de la même façon que vous dites que fait trompette, ça vous renvoie à votre condition féminine d'une manière un petit peu désagréable finalement, même si quand vous étiez toute jeune, bon, ça passait. L'arrivée au conservatoire, c'est la découverte d'un univers où on se dit le jazz, ils sont cool, les musiciens de jazz, etc. Et en fait, c'est pas cool. Alors, il y en a qui sont cool, hein. Heureusement. Mais oui, c'était assez dur. Et puis, il y a aussi beaucoup de clichés qui sont véhiculés à propos de la trompette, comme quoi il faut être fort, musclé pour jouer de la trompette, qu'il faut être grand, etc. On voit Maurice André ou Louis Armstrong, quoi. Mais parce qu'on a toujours vu ça aussi. C'est ça. Mais il y a de plus en plus de femmes qui arrivent et c'est chouette. Ouais. Bon, pourtant, Chet Baker, il n'était pas spécialement... C'était un mec. C'était un mec. Alison Balsom, bon, c'est plus récent. Oui. Il y a un événement qui survient, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui vous fait grandir d'un coup, événement tragique. On a failli pas se rencontrer d'ailleurs, et le public a failli ne jamais vous entendre. Oui, j'ai eu un accident de voiture assez grave, il y a bientôt 5 ans. Et j'ai été opérée pendant 1 mois. Donc c'est pas tant que ça finalement, mais bon, 1 mois c'est quand même long. Et j'ai pu reprendre la trompette assez rapidement. Mais vous alliez à un concert, c'est ça l'histoire? J'allais à un concert, ouais, c'est ça. Et j'ai lu des entretiens dans lesquels vous dites il y a un avant, un après, je ne suis plus la même. Qu'est-ce qui a changé, à la fois pour vous et dans votre jeu d'ailleurs? Déjà physiquement, et puis surtout mentalement. Alors dans mon jeu de trompette, je pense pas que ça ait changé quoi que ce soit, mais en tout cas moi-même, c'est vrai que tout d'un coup on se rend compte qu'on peut mourir en fait, que ça peut arriver en une fraction de seconde, et on se rend compte que, enfin moi j'apprécie la vie, j'apprécie mieux la vie maintenant, parce que je sais qu'elle peut s'arrêter très vite. Avant, franchement, je ne pensais pas que je pouvais mourir, en fait. Ouais. Je vous ramène à ce souvenir qui est un souvenir désagréable, parce que vous dites j'y pense tous les jours, en fait. Ouais. Ah, j'ai dit ça quand? Où? Vous avez dit ça dans un... Évidemment, je ne vais plus avoir la source, c'est dans un entretien, un magazine, ça peut être Match, s'ils ont fait un portrait de vous. Ouais. Peut-être, ouais. Oui, j'y pense tous les jours, ouais. Bah ouais, parce que ça m'a marqué à jamais. Et en même temps, ça fait beaucoup avancer. En même temps, ça amène aussi beaucoup d'angoisse. Donc, c'est un peu à double tranchant, en fait. Des fois, parce que vous dites, ça a aussi amené la peur dans ma vie, comme pour moi, mais pour les autres aussi. Oui, beaucoup. Pour ceux que vous aimez, quoi. Ça peut s'arrêter comme ça, en fait. Ouais. Et puis, en même temps, on apprécie la vie. Même, je sais pas, du vent dans mes cheveux, par exemple, ça devient un truc de fou. Où on se rend compte des plaisirs simples de la vie, ils sont vraiment décuplés. Donc, c'est à double, ouais. Ces études au conservatoire, là on revient un tout petit peu avant. Classe de jazz, vous finissez par vous faire virer d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec le machisme pour le coup. J'allais pas assez en cours. En fait. Oui, voilà. Parce que je commençais à avoir beaucoup de concerts et je ne pouvais pas aller suffisamment en cours. Mais j'ai fait 5 ans et ils ne vous donnent pas de dérogation, c'est ça qui est complètement dingue. Non, c'est compliqué. C'est très compliqué. Beaucoup d'étudiants se sont fait virer, qui sont aujourd'hui concertistes. Ah ouais. Ouais. J'en parlais avec Thomas Enko. Ouais, et pianiste. Il s'est viré lui aussi. Et compositeur, c'est vrai, il s'est fait virer également? Ouais, je crois, ouais. Ah bon, c'est plutôt un bon signe finalement. C'est prédictif d'une... En musique classique, c'était vraiment très chouette. J'ai eu des super années et puis il y avait
plein de cours possibles. En fait, il y avait d'analyse, de l'histoire, des cours de trompette évidemment, de l'orchestre. Donc c'est hyper riche. Et... Vous êtes obligé de passer le bac quand vous êtes au conservatoire, puisque c'est un cycle maintenant pour de l'enseignement supérieur, normal, etc. Ouais. Comment vous faites quand on a 15-16 ans, qu'on rêve depuis qu'on a 8 ans d'entrer au conservatoire, de faire de la trompette par jour, on en fait 7 heures. Quelle place trouve justement la culture générale, les savoirs scolaires, etc. là-dedans? Eh bien, j'ai fait en fait à 15 ans une licence et mon bac en fait. Donc en 3 ans, wow. Donc lycée en 3 ans, licence en 3 ans. Ouais, c'est ça. Donc c'était chargé. Oui. C'est beaucoup d'organisation. Qu'est-ce qui vous donne cette énergie de tenir? Il n'y a pas des moments de solitude? Je veux avoir mon bac pour avoir ma licence. D'accord. Surtout. Et puis je suis jamais seule parce que je suis toujours en cours en fait, donc je m'ennuie jamais. Ah oui, donc vous n'avez pas le choix. Ouais, mais c'était dur parce que j'étais loin de ma famille, parce que je viens du Mans, donc j'étais seule à Paris. Donc ouais, ça forge. Ça forge un caractère. Allez, quelques années plus tard, ça donne, et pas longtemps après, une victoire de la musique classique. C'était en 2016, catégorie Révélation soliste instrumentale. Il y a eu un opus classique, je le dis sans l'accent, mais je crois que c'est une récompense allemande en 2021 dans la catégorie Jeunes artistes. Lucienne Renaud-Navarry, invitée de la quotidienne. On se retrouve juste après la récré. Ça marche. Emma Gessel. Le Blue Monday. Oui. D'accord, comme le blues. D'ailleurs, c'est quoi? C'est un hommage, c'est un clin d'œil à l'histoire du jazz. C'est aujourd'hui Kind of Blue. Et donc, c'est censé être le jour le plus déprimant de l'année. Alors, c'est censé, tout à fait. C'est censé. Mais on comprend. Mi-janvier, l'hiver est bien installé. Il fait froid, il pleut, il fait nuit tôt, il fait jour tard. Alors, attention, nous, dans la quotidienne, on est d'accord. Déjà, on est de super bonne humeur. Mais oui. Est-ce que vous êtes fatigué, Emmanuel? Jamais, quand je suis ici. C'est moi, c'est ma scène à moi. On n'est pas fatigué. C'est ça qu'il fallait répondre. Bref. Il y a une rêve qui m'a juste échappé. Vous l'avez vue? Vous la connaissez, cette rêve? Oui, mais je sais plus d'où ça vient. Moi non plus, je sais pas, mais c'est... Ah d'accord. Ah oui, c'est la rêve que personne n'a. Okay. On continue. Voilà. Donc voilà, si vous, à la maison, vous avez un petit coup de blues avec vos enfants, on vous donne des petites solutions. Déjà, sortez faire des balades. Alors je sais comme ça, il pleut. Mais non, mais quand même, autant que possible. Moi, par exemple, ce week-end, c'était grande balade. Même s'il pleut, on enfile les doudounes, les caouets, les bottes, on brave le froid et le mauvais temps. Et je vous jure que ça fait du bien. Et on est tellement contents de revenir ensuite à la maison. Vous avez un plan B? La vie est belle. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez la Hygge attitude? Hygge attitude. Tout à fait. C'est le remède parfait. C'est en danois, apparemment. Voilà, c'est une méthode qui nous vient du Danemark, parfaite pour lutter contre le Blue Monday, puisque le principe, c'est le cocooning à l'extrême. Exemple, seul, avec vos enfants, avec des amis, vous vous emmitouflez dans un plaid avec un bon chocolat chaud. Par-dessus, vous rajoutez des marshmallows. Et avec ça, même si vos enfants vous demandent pour la 125e fois de regarder La Reine des Neiges, ça va beaucoup mieux. Je vous jure qu'on le vit mieux. D'accord. Mais je connaissais la Hygge attitude en fait parce que. Ah bah voilà. Oui, parce que ça les aide pas à faire des économies d'énergie. Parce que dans cette notion de Hygge attitude, il y a le cocon de l'intérieur. Ouais. Et notamment, ils laissent les lumières allumées quand ils sortent, etc. Pour revenir. Alors, ils travaillent la luminosité de manière absolument extraordinaire. Non, je ne porte pas de jugement. Ah d'accord. Je dis juste. Ah d'accord. Ok. Donc vous connaissiez la Hygge attitude. Ouais, tout à fait. Beaucoup mieux que. Un petit dernier. Oui. En fait, juste faites ce qui vous fait plaisir. Prenez le temps avec vos enfants ou pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne prend pas à la légère les petites déprimes. Si vous sentez que votre enfant a un peu moins le moral en ce moment, parlez-lui, essayez de comprendre. Et puis proposez-lui l'option plaid, chocolat chaud, petit film. Et puis avec ça, si on n'a pas gagné face au Blue Monday, je ne sais pas quoi faire. Et voilà. Et puis on glisse, on programme le dernier disque de Lucienne Renaud-Navarry. On la retrouve tout de suite, le grand oral. Dernier disque en date, il s'appelle Trumpet Concertos, des concertos de trompette. Il y a Hummel, Haydn, Haritonian, Neruda et Harry James qu'on entendait en début d'émission. Il est donc consacré au grand concerto pour trompette. Je ne l'ai pas dit, il a été enregistré avec l'orchestre symphonique de Lucerne sous la direction de Michael Sanderling. Et là, il y a des partitions là-dedans que vous voliez quand vous étiez enfant. Haydn, vous rêviez de le jouer pareil? Oui, mais j'avais que 2 ans de trompette, donc c'était un peu interdit. Et on vous disait hors de question. Vous êtes très rebelle en vrai. Un peu. Et du coup, j'allais en cachette dans la bibliothèque et je prenais les partitions et je les jouais en cachette dans ma chambre et j'étais très contente de mon coup. Musicien, c'est un métier d'enfant, avez-vous dit, on apprend tout au long de sa vie. Ouais, comme beaucoup de choses, comme tous les arts. On découvre, il y a tellement de musique à découvrir, tellement de répertoire à jouer. Qu'on en découvre tous les jours. La rencontre avec des interprètes différents, j'imagine. Le blues, ça vous arrive de temps en temps de l'avoir, hein? Ouais, juste avant un peu. Et puis là, ça va mieux avec vous. C'est vrai aujourd'hui, là? Non, pas le blues, mais bon, il fait pas beau. On est en janvier, voilà quoi. Ok, Blue Monday, terrible. La trompette, on l'a un peu dit, c'est un instrument qui se féminise. Il y a avant, les premiers noms pour moi quand j'étais petit, c'était Maurice Ondray, la trompette. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression de jouer un rôle d'exemple?
Je sais pas, en tout cas j'espère. J'espère que j'apporte une nouvelle image et puis quelque chose d'un peu plus détendu. Parce que voilà, avec tous ces clichés un peu fanfares, un peu militaires que les cuivres peuvent avoir, j'ai envie d'apporter une image un peu plus... oui, qu'on peut jouer de façon douce. Souvent, il y a des gens à la fin de mes concerts qui viennent et qui me disent ça. Et je trouve ça sympa. Parce que ça dépoussière un peu. Et puis je joue beaucoup de répertoire aussi, classique, jazz. Je fais aussi de la pop. Il y a eu un album de tango ouais. Je sais plus quel était le titre. Piazzolla, ouais. Piazzolla Stories ou quelque chose comme ça, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et voilà, en fait, je m'intéresse à tout et je me mets pas de barrière et voilà. Et vous jouez en dansant et vous jouez pieds nus. Alors oui, mais ça, je calcule pas trop en fait, c'est assez naturel. Je ressens vraiment la musique comme ça. Et bon, déjà, c'est moins lourd dans la valise de porter, c'est sûr, vous ne posez pas la question de... et sur scène, je me sens vraiment ancrée dans le sol. Et aussi, je ressens les vibrations derrière moi quand l'orchestre joue. On le sent vraiment. Qui passe par tout mon corps, bien sûr, ouais. Et c'est assez magique et ça me porte beaucoup, ça m'aide vraiment à interpréter les morceaux. Et vous chantez? Un peu. Alors pas de l'opéra, hein. Non. Je chante comme tout le monde sous la douche, quoi. Un peu mieux quand même. Je sais pas, mais en tout cas, je chante plutôt du jazz et des chansons. Ouais, ça m'arrive. Et le fait justement d'avoir cette palette extrêmement étendue, du jazz au classique, en passant par la variété ou les musiques d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que parfois vous empruntez l'un à l'autre? Est-ce que vous avez l'impression que ça... Oui, je m'ennuie jamais. Et puis ça permet de faire des ponts aussi vraiment intéressants. Par exemple, prenons Piazzolla. C'est vrai que c'est difficile de le mettre quelque part. C'est vrai. Classique, tango, jazz, il a tout fait en fait. Même des chansons un peu pop. C'est vrai que c'est à la fois très écrit et en même temps il faut qu'il y ait une liberté, sinon... Et moi je suis pour ne pas mettre de cases. Et vraiment pour moi, je vois vraiment comme la musique. Voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise musique, il y a juste... La musique. La musique. Lucienne Renaudin, Vary, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va accueillir Marie pour son cours particulier. On va voyager un petit peu. Comme vous nous faites voyager en musique, elle va nous faire voyager jusqu'au pôle Nord. Cours particulier, Marie-Olivier, à la découverte de dispositifs pédagogiques originaux de par le monde. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On embarque aujourd'hui sur un voilier dans ce cours particulier avec le français témoin d'épaule. Oui, le français témoin d'épaule, c'est un fonds de dotation qui a une vision, témoigner de la beauté et de la fragilité des pôles face au changement climatique. Ce fonds a vu le jour il y a seulement 2 ans et est constitué d'une équipe de navigateurs, d'aventuriers et de scientifiques. Quel est leur rôle? Alors, une centaine d'années après l'expédition du commandant Charcot en Antarctique, le français témoin d'épaule agit sur 3 piliers. Le premier, c'est sensibiliser, je le disais, à la beauté des pôles et aux régions polaires, étudier le dérèglement climatique avec l'équipe de scientifiques et enfin sensibiliser la jeunesse aux enjeux de ces régions pour qu'ils apprennent et qu'ils s'engagent pour la planète. Okay. Alors l'épaule, j'ai compris, mais pourquoi le français témoin d'épaule? Excellente question. Le français... Merci, j'adore. Magnifique. C'est un navire, un fameux 3-mâts, un bateau danois, à l'origine qui s'appelait le Cachalot, donc je ne vous la fais pas en danois, et qui assurait le ravitaillement du Groenland. Il a été renommé le Français en hommage au premier navire du commandant Charcot, avec lequel il a hiverné en Antarctique en 1904. Et donc comment le Français est devenu témoin d'épaule? En fait, ce voilier a vraiment fière allure et il ne passe pas inaperçu dans les ports où il passe. C'est un beau moyen pour cela de porter la parole autour du changement climatique. Ok, alors vous nous avez dit dans la mission, la première, c'est sensibiliser la jeunesse. Ils s'y prennent comment? Eh bien, il existe l'école des pôles ou l'école polaire qui a différents moyens d'action. Pour l'équipe pédagogique, l'urgence climatique appelle à des actions concrètes et des changements de comportement à mettre en place dès le plus jeune âge. C'est pourquoi ils accompagnent les jeunes à devenir eux-mêmes acteurs du changement. D'accord, et pour ça, ils utilisent notre français. Exactement. Des activités sont organisées sur ce 3-mâts et sur d'autres. Il n'y a pas que le français, il y a d'autres navires qui sont réquisitionnés. Des ateliers interactifs pour sensibiliser les jeunes sont mis en place lors des escales de ces navires. D'accord, donc ils montent à bord? Oui, alors même s'ils restent à terre, les navires à ce moment-là, les enfants sont à bord. Enfin, à quai, ils restent à quai, j'imagine. À quai, oui, pas à terre. Ouais. À quai, effectivement. Ils sont à bord de ces navires et pas n'importe lesquels. Ceux-là les sortent de la salle de classe et ils sont dans une atmosphère vraiment différente pour apprendre. Ils débattent, ils font des jeux, ils se servent de photos, de vidéos ou encore d'expériences scientifiques. Génial. Et c'est payant? Alors non, l'école des pôles
propose ces ateliers gratuitement et en partenariat avec des établissements, surtout sur la façade ouest, parce qu'il faut bien des ports. Exactement. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ces ateliers-là s'adressent d'abord au public les plus en difficulté. Donc en REP ou REP+, ou aussi aux élèves de SECPA, aux élèves qui ont des troubles 10, donc classe langage, ou encore aux élèves allophones. D'accord. C'est dommage qu'il n'y ait que la façade ouest. On comprend bien. Et en fait, je vous disais qu'il fallait des ports, donc Saint-Brieuc, La Rochelle, Le Havre. Au sud aussi. Oui, mais l'école des pôles vient aussi dans les terres. À Rouen, par exemple, à Perpignan, à Chambéry ou à Paris. Donc il y a des exceptions. Ouais. Génial. Et dans les terres carrément. Oui, parfois même au sein des établissements scolaires. Donc l'équipe pédagogique vient dans les écoles et construit des projets avec les classes. Ils mettent en place des événements, des interventions avec des scientifiques dans les écoles ou encore des défis écologiques au sein des classes. Très intéressant. Et est-ce qu'il y a un échange entre les classes qui font tous ces projets dans les différentes villes? Oui, l'objectif de l'école des pôles, c'est vraiment de créer un réseau d'échange entre les établissements et de fédérer une véritable communauté pour mener des projets écologiques en commun. L'école des pôles a aussi d'autres activités, comme par exemple des ateliers de 3 heures de sensibilisation par l'émerveillement, où les élèves sont immergés dans une expédition polaire sur un 3-mâts. Combien d'élèves touchés jusqu'à présent? Environ 8000 jeunes par an, donc depuis 2 ans, dont plus de 40% sont des jeunes défavorisés. Et l'objectif de l'an prochain, c'est de toucher 10 000 jeunes par an. Génial. Marie, merci beaucoup. Merci à vous. C'est super ce genre d'initiative. C'est un sujet pour vous, l'actualité, le réchauffement climatique Oui, bien sûr. Ouais. J'essaie de faire à ma petite échelle ce que je peux. Est-ce qu'il n'est pas évident qu'on est musicien parce qu'on voyage beaucoup déjà? C'est vrai. Ah, mais vous allez me faire culpabiliser là, il faut pas. Mais pas du tout. Non, c'est là où vous me répondez, mais non, je prends le train systématiquement. Non, alors moi je prends pas l'avion quand je voyage en France. Ah bah déjà, voilà, oui. Déjà, donc un Paris-Nice par exemple, non. C'est pareil, l'Allemagne aussi, j'essaye, donc voilà. Je fais des efforts. Bah, c'est déjà de belles contributions. Et puis en musique, c'est pas trop mauvais pour l'environnement, en règle générale, la pratique de la musique. Ça va, non, on ne pollue pas. Lucienne Renaud-Davary, merci de nous avoir rendu visite. Bravo pour ce super parcours. Le dernier album paru, c'est Concerto de trompette. C'est chez Warner, comme tous vos albums. Il y a eu Mademoiselle in New York, il y a eu Piazzolla Stories. Oui. Et puis je vais oublier le titre. The Voice of the Trumpet. The Voice of the Trumpet. Évidemment, vous trouvez aussi en collaboration dans un très bel album avec Barbara Hannigan. Oui. Et plein d'œuvres, Barbara Hannigan, qui est tout aussi formidable que vous l'êtes. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Marie. Merci. Merci pour le maquillage à Laure-Haudemont. Merci pour la préparation de l'émission à Marine Plantec, assistée par Dylan Coller. Au son, Mathieu Sullivan, Kylian Soula à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et comme on a adoré écouter parler Lucienne, on va se terminer en l'écoutant jouer. Et c'est tout aussi magique.